Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans 20 minutes Arena. On est ravis de vous retrouver sur ce plateau pour un nouveau numéro. Installez-vous confortablement, on est ensemble pendant une heure avec au menu du foot, du rugby, du tennis, du biathlon et quelques surprises aussi. Évidemment, vous nous connaissez. Et pour m'accompagner aujourd'hui autour de cette table, écoutez, ce qui se fait de mieux sur le marché, je les ai élevés moi-même, en plein air, nourris au grain, les journalistes de la rédaction des sports de 20 minutes. On va commencer avec Aymeric. Bonjour. Ça va Aymeric, de retour, petite semaine de vacances. Exactement, ça faisait du bien. On a tout coupé. On est prêt à pas venir parler sport. C'est Tu t'es tenu informé un petit peu? Oui, carrément. Pas du tout. Ça commence bien. William, qui a réussi à se remettre de cette terrible épreuve traversée samedi soir. L'obligation de rester jusqu'au bout devant ce match entre la France et les Fidji. Mais comment fais-tu, William? Franchement, c'était dur parce que si tu regardes un petit peu le live, la fin du live, entre la 70e et la 80e, il y a un trou d'air. Il y a un trou d'air où je commente vraiment factuellement juste les cartons, les entrées. Et à ce moment-là, je suis vraiment en train de dormir. Tu sens que ça commence à tomber. La tension décline. C'était très très compliqué. J'imagine bien. Force à toi, William. Et Julien qui est ravi d'être là. Alors, Julien, c'est vraiment le remplaçant au pied. C'est-à-dire qu'un mec a déclaré forfait à l'échauffement. Jean-Michel, tu rentres, quoi. Voilà. Et on salue Antoine en train de dormir avec 42 fièvres. Ouais. Une triple otite à d'autres. angine. Voilà, sachez que vous verrez Antoine à travers moi dans cette émission. Voilà. Je t'appellerai Antoine. Ouais, appelle-moi directement Antoine. Ok, très bien. Bon allez, tout le monde est là, quand même, Antoine aussi. On est parti pour la première séquence de cette émission. Et c'est un petit quiz. Évidemment, on se met toujours en jambe par un petit quiz. Alors, vous avez tous, je suppose, vu ce week-end cette vidéo qui va apparaître. Ouais, tranquille. Dans quelques comme par instants. enchantement. Elle arrive. Mais oui. Ah oui, c'est. Quel but. Incroyable. C'est la Geplouvorne. C'est le gardien. Regardez-moi ça. Ah, mais je l'avais pas vu sous cet C'est angle. Et hop là. C'est du beau football. Sous cet angle, elle est incroyable. Le gardien donc du club de Plouvorne, qui évolue en R1, quand même, c'est ça, qui marque à la dernière seconde pour Belle arracher vidéo. la prolongue Ouais. contre Vitré en Coupe de France. Et en plus, derrière, séance de tir au but, il en sort 2. Et donc son club se qualifie, c'est le héros du week-end. D'où ce quiz, la magie de la coupe. Évidemment, la magie de la Il est coupe. tellement pas pour moi celui-là. Mais si, que des choses simples. Prenez au buzzer. C'est niveau CP parce que j'étais pas censé être là, je vous rappelle. On recherche tout d'abord un entraîneur qui s'est fait connaître grâce à plusieurs gros coups. Ladislas Lozano. Non, Ouais, je l'ai. Alex Dupont. non. Vous voulez pas me laisser? Vas-y, parle un peu. Ah, vas-y. Régis Bois. Non. Ah ouais, c'est vrai. Typique Coupe de France. Plusieurs gros coups réalisés avec son équipe amateur du sud-ouest de la France. Le plus fumant, c'est cette victoire en 32e de finale en 2003 contre l'OL, qui entame alors son hégémonie sur le foot français. Alors il y a quelques remplaçants chez les Lyonnais, mais on a quand même, c'est pas l'équipe B non plus, hein. Il y a Edmilson, il y a Pat Muller, il y a Diarra, Govou, Indoula, tout ça sur la pelouse, mais ça ne suffit pas pour éviter l'humiliation. Je me souviens, mais Qui prend forme grâce à un but de Régis Castan oui, dans le dernier quart d'heure. c'est Bourg-Péronas. Non, déjà tombeur de Metz et Lille lors de l'édition précédente. Les Pingouins, comme on les surnomme. Pinguinos. Comme on surnomme cette équipe de Libourne. Pensionnaire de CFA. Oh la vache. Battront ensuite Le Mans avant de céder en 8e contre le Stade Rennais. C'est eux qu'on cherchait. Quant à l'entraîneur Non, on qu'on cherche cherche, l'entraîneur. Ah oui, l'entraîneur, c'est bien toujours. ça, c'est bien ça. Putain, mais je suis obligé de faire une question de 10 km de long parce que personne ne trouve. J'ai dit tous les entraîneurs un peu. Il partira ensuite à Troyes, à Strasbourg, à Nantes. Furlan. Oui, Ouais, bien joué. Jean-Marc Furlan. Il a dit Totalement oublié Jean-Marc la partie Libourne de Jean-Marc Mon dernier Furlan. indice, après j'avais plus rien, était il met des casquettes à l'envers, même si ça lui il va pas du tout. À fumant, je sentais que c'était un indice et je l'avais pas le. Allez. C'était un clopper. Ok, non, mais j'ai. Un point pour Aymeric quand même. Allez. Bravo. Ah, c'est Allez, parti. deuxième. Il est question maintenant d'une chose dont on parle beaucoup quand il s'agit de la Coupe de France. Non, j'allais dire le petit viens pousset, mais. Non, Eh oui, la magie. non. Merde. Les exemples sont nombreux ces dernières années. On pense au PSG après un match au Mans la saison dernière, à l'OM en 2020 à Trélissac. La recette. La recette.
Henrik, il faut pas dire oui, il faut appuyer. Mais non, mais je savais qu'il avait déjà C'est la enclenché. recette laissée au petit pousset. La fameuse recette du match, évidemment, Avec, source de dissension. Oui, en fait, j'avais mis Jean-Marc Jean-Jacques Ayrault. et tous et Jean-Marc. Jean-Marc. Et tous ses soutiens autour. C'est qu'il y en avait plus. Bah, à la fin, c'était à peu près ça, Jean-Jacques à l'OM. Allez, troisième question. Je veux maintenant un club le plus petit à avoir disputé une finale de coupe. Ces grands noms de ce club à l'époque, Jérôme Dutitre, Emmanuel Vasseur, Cédric Schill, c'est Calais. Oui, Calais. bah oui, c'est Calais. Calais, c'est la Calais, oui, seule c'est équipe Calais. de CFA à avoir atteint la Ouais, finale. c'est Calais. Tout à fait, cette image du capitaine Réginald Beck. Ça fait partie, Ah ouais, Avec, Michael Réginald Andron. Beck. ça fait partie des questions. Oh, Aimé, Oh, il y a là, Aimé Jacquet, il y caché a totalement là. Aimé Jacquet, Oui. incroyable. Beau gosse bah, encore à c'est juste l'époque. Il y en a d'autres, ah non, au milieu là. Au milieu, il est mort, c'est sûr. Le commandant, Au milieu, c'est sûr. Il n'y a pas de doute, il est mort. Je sais commandant pas. Massoud à droite. Lui, c'est un mec des services secrets, je pense, obligé. Ouais, ou de l'armée quand même, il est décoré. J'aimerais vraiment qu'on se renseigne sur qui est le mec au milieu. Après, on Ok. fait ça après. On se renseigne après. Allez, on remonte dans le temps Oula. jusqu'à l'année 1967. Oh là là. L'OL et Angoulême s'affrontent en demi-finale. Le match a lieu à Limoges. Deux équipes font 3-3 après prolongation. Que se passe-t-il? Et non, pas de tir au but. C'est pas la question. Pas de tir au but à l'époque, le match est à rejouer. Deuxième rencontre 10 jours plus tard à Saint-Etienne cette fois. Me Oui. demandez pas pourquoi ils changent de ville, on sait pas. Nouveau match nul, 1-1 après prolongation. On part donc pour un troisième match la semaine suivante à Marseille, cette fois-ci. On visite la France. Et là, que se passe-t-il? Eh bien oui, match nul encore, un partout. Et là, on en a marre. Et le problème, c'est qu'on peut pas faire de quatrième match. À un moment, il faut que ça s'arrête. Donc qu'est-ce qui se passe à votre avis? Merde, À la pièce. je vais venir à la pièce. Pile ou face? Putain, mais dès le départ. Pile ou hein. face. Moi aussi, je l'avais la réponse. Lyon qualifié par tirage au sort. Alors on a retrouvé ça, c'est un vieil extrait de 3 France matchs Foot. quand même. Bravo, bravo de l'avoir retrouvé. Je l'aurais fait. Et moi. c'est Dinalo à l'époque, c'est même pas lui qui choisit, c'est Dinalo le capitaine lyonnais, Ouais. c'est l'autre capitaine qui choisit, il choisit pile, c'est face, et Dinalo dit trop bien, il a regardé la pièce de 5 francs en souvenir à l'époque. Sachez-le. Belle anecdote. Très belle anecdote. Ça fait 3 points pour Julien, je crois. T'as Et 3 un points pour. Moi, je suis l'arbitre. Ça fait 3 points en 2-2. tout. Deux. Non, à deux. Ah ouais, 2. 2, Pardon, moins 2. Zéro. Voilà. Moi, je suis arbitre. William, Je... Oui. On cherche une expression maintenant. Personne ne La peut magie de vraiment dater son apparition. A priori, c'est quelque part dans les décennies 40-50, sous la plume d'un journaliste, moins passé à la Je suis postérité que désolé, ces c'est le mots. petit poussé là. Là, c'est le Ah, petit mais oui, poussé. oui. Ouais, allez. Trop tôt, Julien. Trop tôt, il a été balancé Alors, j'ai trop fait ce tôt. petit Oh, montage il est magnifique. Du petit poussé qui a volé le talent De Valère Germain. Mais père, il l'a volé d'un coup, ça s'est arrivé nettement. On l'a plus jamais retrouvé. Et il s'est barré avec quoi. Puis, Et il a aussi pris les cheveux de Dimitri Payet. Il a tout pris. voilà, C'est peut-être à sa vie. À sa vie. C'était peut-être pas Payet. Ça. très très bien. Comment il s'appelle William, Ouais, William. premier point depuis de toute l'histoire de l'émission. allez, magie de la coupe, toujours. Je veux le nom du finaliste de l'édition 2018 contre le PSG. Rennes. Non, pas du tout. Attends, c'est William. Chambly. Non. Non, mais non, c'est- alors là où j'ai honte, c'est que j'étais à Les Herbiers. Les Herbiers. C'était Chambly, c'était Ah. la demi-finale. je suis Ouais. bête. Et j'y étais, c'était moi qui avais couvert ce match. Oui. Quelle chance pour 20 minutes. La belle photo. Regardez. T'es en week-end à Et Londres. alors, les Herbiers qui avaient 2-0, ils avaient fait une finale très honnête. Ouais, Franchement, Le Celso. Ouais. Petit bébé. Allez, on s'en fait une petite, une septième. Je verrai si on fait la dernière. La septième, parce que elle est longue. Le celle-là. Celsius. Ouais, respectons. C'est une histoire qui remonte à bien plus loin. Nous sommes en octobre 1917. oh, Les combats font rage dans le nord-est de la France, entre les pour forces Julien, ça. françaises et allemandes. Et oui, c'est la Première Guerre mondiale. C'est dans ce contexte qu'on qualifiera de pas top que le football trouve tout de même encore sa place. Et donc, cette année 1917 marque la première édition de la Coupe de France. Logique. Le saviez-vous? 48 équipes engagées, pas jouer la finale à Metz. avec des effectifs fluctuants en fonction de la mobilisation des joueurs et des blessés au combat. Normal. Classique. Les clubs sont même autorisés à faire appel à des joueurs étrangers engagés sous les drapeaux. Parmi ces 48 équipes, il y en a 2 qui ont une très très grosse particularité. Je vais essayer de vous demander de faire appel à votre imagination, parce que laquelle, à votre avis? Je vais vous donner des indices après. mais- Ils jouent avec des Allemands. Non, mais on tient un peu quelque chose. A priori, ils n'ont rien à faire là. Ils jouent en Allemagne. C'est des clubs allemands. En Alsace. Non, mais on tient quelque chose. Alors, ils ont rien à faire là, c'est pas des clubs alsaciens, c'est pas des clubs allemands. Non, Merde alors. mais on tient quelque chose, Alors, Antoine. c'est un autre ennemi de la patrie. Non, pensez à qui on était, avec qui on était copains. Bah, avec les Russes.
Les Américains. William. Je vais juste Les dire les Anglais. Belges. Non, Les Anglais. Bah oui, les Anglais, enfin. Il y avait Vous deux avez clubs tout dit, anglais. sauf les- Il y avait deux clubs anglais qui ont participé à cette Ah, première c'est beau. édition de la Coupe de France. Alors là, beau. c'est pas eux, parce qu'il n'y a pas de photo de l'époque. Ça, c'est le. On a mis Non, des non, vieux rien à pifs. voir. Non, ça, c'est l'Olympique de Pantin. C'est eux qui ont gagné cette première édition en mai 1918. Contre qui? Non, je rigole. Et il n'y avait pas de gueule cassée là. Hein. Et non, ouais, juste les deux que- clubs anglais. Alors, il y en a un qui joue le premier tour, ils battent Vitry. Et va savoir pourquoi. Après, ils sont disqualifiés parce que bon, c'était un peu le boxon à Parce que l'époque. finalement, c'est quand même notre Coupe de France à nous. Voilà, on va Est-ce pas que- faire la dernière parce que c'est pas obligé. et que C'était on a quoi les déjà noms des clubs utilisé. anglais? Ah, le C'est nom ça des clubs anglais. Carlisle. Mais, le British Aviation Football Club et le London Country Sport Club. Après l'aviation, on a probablement été. Ils ont dû prendre les avions, ça va pas. Allez, Bon, c'est terminé pour ce quiz remporté par Julien. Antoine. À la surprise générale. Voilà, mais merci. Mais belle défense d'Amérique quand même. On va poursuivre tout de suite avec du tennis, parce que le temps file quand même. Et oui, le tennis, et on va apprendre des nouvelles d'Arthur Fils, ouais, le plus grand espoir du tennis français, qui a connu une deuxième partie d'année 2025 bien galère. Alors on se souvient tous de son deuxième tour à Roland-Garros contre Jaume Munar, cette victoire en 5-7 où il a été au bout de lui-même, un peu trop même, puisqu'il a été victime d'une fracture de fatigue au dos. Il avait déclaré forfait pour le troisième tour, il est revenu 2 mois plus tard. Il n'aurait pas dû, c'était un peu trop tôt, et depuis, plus de nouvelles. Mais William l'a rencontré en fin de semaine dernière, justement pour faire un petit peu le point avec lui. Tu l'as rencontré dans le cadre d'une opération avec son partenaire qui s'appelle Celsius. Pour faire le point, on regarde ça tout de suite. La vraie question, c'est est-ce que j'aurais dû jouer Roland? Ça va franchement vraiment pas mal. Les derniers mois, beaucoup d'entraînement physique, un peu plus loin des cours depuis pas mal de mois. Mais tout va bien, on est en train de faire un bon boulot avec l'équipe. On se remet d'aplomb, enfin je suis en train de me remettre d'aplomb et je me sens bien maintenant là. Bien sûr, faut être patient, ça prend du temps, mais tout va bien en général. Non, le match, une fois que je suis rentré sur le terrain, je l'aurais fini, c'est sûr. La vraie question, c'est est-ce que j'aurais dû jouer Roland? C'est un peu différent ça, parce que j'en savais que j'étais déjà blessé avant d'arriver à Roland. Après, j'ai pris la décision avec, on a toute l'équipe, mais moi j'ai pas mal poussé pour pouvoir jouer, parce que j'étais en forme, je suis arrivé en pleine forme. J'étais 13e ou 14e mondial, je jouais pas mal, donc je me suis dit que je voulais vraiment jouer. Mine de rien, c'est une victoire qui m'a fait beaucoup de mal, mais une victoire qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Et c'est pour la confiance, pour pas mal de choses. J'avais jamais gagné de match à Roland avant de rentrer sur ce Roland. J'ai même blessé, j'ai battu Jarry, Munar, un gros match. Au final, je me suis prouvé des choses à moi-même aussi. Bon, si je reviens vraiment avant, quand j'avais 15 ans, j'avais déjà eu quelques petits problèmes au dos. Voilà, c'était déjà une blessure. J'avais une lyse ischémique. L5. Je sais que c'est une partie de mon corps qui peut être un peu fragile. On s'est dit que c'était peut-être mieux de pas jouer la fin de saison, de reconstruire complètement le corps, le dos, parce que voilà, c'est un travail qui prend pas mal de temps. Je dois faire énormément de gainage, énormément. Toute ma journée, elle est basée sur le gainage. Je dois faire attention à beaucoup de choses. La récupération, je fais beaucoup de soins aussi. Je dois faire attention à la nutrition. Non, aucune inquiétude. Quand on est bien entouré, enfin voilà, j'ai fait évoluer mon staff médical, etc. On a posé les bases. On a un plan, du coup, après, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Bien sûr, au tout début, quand on a ça, on se demande, mince, combien de temps ça va me prendre? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais une fois qu'on a le plan bien défini, c'est juste qu'il y a un timing à suivre. Je sais pas, si ça se passe un peu moins bien, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Si ça se passe mieux, peut-être que ça va être un peu plus rapide. Aucune inquiétude. Trust the process. On va beaucoup bosser, on va changer des petites choses. Après, t'imagines bien que je vais pas te le dire. Mais ouais, on va changer des petites choses. Pas moi spécialement, parce que c'est pas mon travail, mais les médecins ont établi un plan avec le kiné, avec le coach physique, avec le coach tennis, pour essayer de suivre et de moins impacter mon dos, etc. Il y a quelques petits changements que je peux apporter, qu'on va apporter au fur et à mesure de la saison, enfin de la pré-saison, ensuite de la saison. Ça, forcément, c'est des changements qui prennent du temps. Ça fait 15 ans que je joue d'une même manière, donc ça prend un peu de temps, mais ouais, on va essayer de changer. C'est des histoires pour changer les appuis, pour éviter de mettre le dos en tension, pour au service, au lieu de faire que des kicks, peut-être changer. C'est pas mal de questionnements
de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Franchement, le plus important maintenant, c'est la période d'entraînement qui arrive. Ça va être de continuer à bien bosser, bien s'entraîner tennistiquement, physiquement, bien continuer à faire les soins. Une date, j'en ai pas encore. Franchement, c'est pas le plus important. Merci Will pour cette interview. Tu vas ajouter un petit quelque chose sur sa date de retour peut-être. Quand est-ce qu'on peut y croire? Bah là, pour le moment, il l'a dit lui-même, hein, il a pas, enfin, en tout cas, il ne communique pas dessus. On peut lire entre les lignes dans l'interview, il dit que personne ne voudra tomber sur lui au premier tour à l'Open d'Australie. Est-ce qu'il est à l'Open d'Australie dans un coin de la tête? J'imagine qu'en tout cas, il se prépare un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, voilà, on sent qu'il n'a pas envie de revenir trop vite, trop tôt, une nouvelle fois. Donc, je pense qu'il va falloir être patient avec Arthur Fils et voir après comment ça se déroule une fois qu'il revient. Parce qu'il est revenu une première fois à Toronto. Ça s'est pas passé très très bien et c'est pour ça aussi que là maintenant... Que 21 ans, hein, on rappelle, ouais. Donc il faut qu'il... Voilà. Prends ton temps Arthur, prends ton temps. On t'attend. Merci William, on va passer à la suite et ouvrir une page biathlon dans cette émission. Et oui, c'est la reprise de la saison très bientôt. C'est d'ailleurs pour ça que Julien avait déclaré forfait à la base. Il était obligé de revenir finalement pour parler biathlon. Et avant d'en discuter en cette saison olympique, donc importante, nous allons accueillir quelqu'un qui a eu une sorte de révélation cet été. Voilà, jusqu'ici, ne regardez que des séries. Des rediffs, des séries AB Productions, vous savez, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, tout ça, donc les rediffs, des rediffs, il était accro à ça, mais ça, c'était avant qu'il ne s'intéresse à l'actualité chargée de l'équipe de France de biathlon cet été. Il va nous expliquer tout ça. Julien, viens là, je t'installe ton petit... Installe-moi. Ça, après la virgule, bien sûr. Tac. Envoie du son, Gilbert. Une fille, ça le cœur tout rempli de trahison, qui refleurissent à toutes les saisons, pour l'amour de Julia Simon. Une fille, Oh, c'est pas fini. Pas fini. ça a les yeux tout remplis de billets verts, quand un matin elle sent battre son cœur, pour l'amour de Julia Simon. Magnifique. Voilà, les poils. Un peu remixé, mais vous avez évidemment la référence. Hein. C'est série AB Productions, je suis sûr que ça a bercé votre enfance, comme la mienne. Ah, le générique d'Hélène et les garçons. Oh, j'ai froid. Alors bon, c'est un peu tombant des études, oui, parce que tout le monde se goinfre devant des séries à la con sur Netflix. Mais moi, je suis resté fidèle, encore et toujours. J'ai gardé la chemise. Et là, AB Forever, je viens de dénicher une petite pépite dans le catalogue. L'histoire, vous allez voir ça apparaître, je suis sûr que vous ne connaissez pas, l'histoire de l'équipe de France de biathlon, déclinée en plusieurs spin-offs, Absolute Cinéma. Écoutez, Les Mystères d'Oberhof, Émilien et les garçons, Les années fuck, et mon petit préféré, hein, voilà, la petite pépite, d'entre les pépites, ça reste quand même Les filles d'à côté 2.0 Next Generation. Voilà, on peut envoyer l'illustre. En régie, l'illustre, elle va arriver. Regardez, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Est-ce que vous voulez le pitch? Ah oui, Ouais, le pitch. S'il te plaît. Alors déjà, cadre idyllique, la Haute-Savoie, quelle belle région. La neige tombe. Un groupe de copines qui part ensemble faire un stage sportif. Tout se passe bien, elles font des super perfs sur les skis. Bon, quelques petits moments violents, ça tire à la carabine à ne pas mettre devant les yeux de tous les enfants à la sortie de l'école. En bref, elles rigolent bien. Et là, le drame. Voilà. T'as Julia qui fouille dans le sac de Justine pour lui prendre sa carte bleue, s'il te plaît. Voilà, je vous passe les détails. La crise au sein du groupe. Lou, Paula, Sophie, Gilonne, prénom incroyable, bravo la prod, qui continue de faire semblant que tout se passe bien. Alors elle rigole, on fait des trucs alors qu'au fond elle se déteste. Et tout ça, alerte spoiler, bouchez-vous les oreilles, ça se finit où? Ça se finit au tribunal. Au tribunal. Voilà, ça, et ça, dites-vous que c'est que la première. Après, il y a l'adaptation Les filles d'à côté 2.0 Next Generation numéro 2 qui est en plein tournage, ça va être incroyable. Et en attendant, on va pouvoir se régaler avec une autre super production, AB, Premier Biaisé. Je sais pas si vous avez la... Oh, c'est beau. Celle-là, on s'y attendait pas trop, mais franchement, le pitch est hyper prometteur, je vous le partage. Tout juste arrivé dans le grand monde, Jeanne et Océane commencent à venir titiller les adultes. Mais la rivalité entre les deux jeunes femmes ne finit pas de croître. Jeanne, exaspérée
par la prise de pouvoir d'Océane, trépigne dans son coin. Elle finit par commettre l'irréparable en déréglant la carabine d'Océane. Oh là là. Mon Dieu. Cette dernière, face aux cibles, tue alors 3 cerfs et 2 perdrix. Écartée du groupe, Jeanne réussira-t-elle à retrouver sa place auprès de ses copines? Jalousie, défiance, trahison, histoire d'amour, tous les ingrédients sont là pour une superbe sitcom. Ok. Et est-ce que tu as d'autres suggestions, peut-être, Julien, avec les soirées hivernales qui s'annoncent Voilà, on aura du temps. Alors évidemment, sachez que j'ai vraiment poncé tout le catalogue d'AB Productions et là je suis tombé sur un autre truc assez incroyable. Les Musclés. Voilà, regardez, ils sont beaux. Une série qui suit 4 garçons pleins d'avenir dans la vie. Alors on a Quentin. Hein. Bon, Quentin, c'est un peu voilà, il est sur le retour. Il a brillé dans le passé. Il se retrouve un petit peu dépassé par les jeunes. Il a du mal avec la critique, au point de pousser le spectateur à délaisser les productions AB pour la télé-réalité. Bon, voilà. On a aussi Emilien, un petit prodige qui doit se battre avec ses démons. Eric, le petit dernier, le beau gosse qui vient draguer tout ce qui bouge. Et puis le dernier, Fabien. Emilien, Florent. Un gars dont je me souviens plus très bien le nom, mais enfin issu d'une fratrie. Pas toujours au niveau, mais qui arrive parfois à repartir avec des lauriers. Donc ça, c'est Les Musclés. Et alors, petit exclu que je vous partage, dernière production au programme, ça s'appellera Les Aventures de Siegfried. Voilà. Encore un prénom bizarre, hein. Vraiment la prod là-dessus sur les prénoms. Voilà. Bref, je vous fais le pitch rapidos. Siegfried, prophète en son pays, admiré de tout le monde, le meilleur dans son métier. Et là, le cliffhanger de malade, un autre pays vient le chercher. Il est accusé d'autres trahisons par son pays d'origine. Bon, il arrive à bien refaire sa vie, il se marie avec la reine de Norvège, oui, pour éviter les conséquences, et finit par être aimé de tous dans son nouveau pays. Et là, cliffhanger de malade. Encore au sommet, il quitte la Norvège pour rejoindre un autre pays. Divorce de la reine, ne verse pas de pension alimentaire, et finit cliffhanger de malade, par retourner dans son pays d'origine. Absolument déroutant. Vraiment, AB Productions sait nous surprendre jusqu'au bout. Et pour finir, je ne pouvais pas vous quitter sans ça, donc je vais vous demander de m'accompagner, évidemment. Musique, maestro! Une fille, t'as le cœur tout rempli de trahison, qui refleurissent à toutes les saisons, pour l'amour de Julia Simon. Bravo! Merci! Bravo! Bravo. Bravo, Julien. Merci pour cette petite découverte et merci pour cette chemisette. Et merci à mon parolier Merci à également, toi. Antoine. Merci. Yep. Et j'allais dire oui, on pense bien à ton co-auteur. Il On sera voit l'auteur crédité. tout court d'ailleurs. Il aurait, merci, l'assassin pensera à toi. On salue l'interprétation, il fallait se l'apprivoiser ce rôle quand même. Exactement. T'as su le faire. Les grands acteurs, ça c'est la méthode acteur studio, tu vois, t'as 1 heure devant toi et bam. Ouais, c'est très très fort. Tu devais claquer sa race au karaoké, elle était au camping des Flots Bleus. Putain. Ça, il n'y a pas qu'Eric Perrault. On va aller tout ce qui bouge. Alors, Allez, cette là. petite, Allez, hop. discussion biathlon à présent, parce qu'on rigole. Mais bon, on est quand même en saison olympique là. Et la saison Ah, c'est donc, là on parle de reprend sport là. C'est vrai. à Östersund le week-end du 29 novembre, me semble-t-il. Alors, on rappelle le contexte quand même, pourquoi tout ça. Oui, condamnation de Julia Simon il y a quelques semaines. Elle a pris quand même 3 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Elle a été suspendue 1 mois par la fédération de ski, donc elle ne peut pas faire la première étape de Coupe du Monde. Elle reviendra pour elle la va s'en deuxième remettre, et elle va elle s'en fera remettre. les JO. Et l'autre affaire, donc, c'est la carabine trafiquée par Jeanne Richard, la carabine d'Océane Michelon, en fin de saison dernière, alors que les deux, elles étaient en train de jouer le classement de la meilleure jeune. Ouais. Voilà, alors un petit mot sur cette ambiance. Enfin, franchement, on aimerait presque voir ça en cyclisme pour le maillot blanc, ce serait sur le Tour de France, ça serait incroyable. Non, moi je suis assez fasciné par le fait que c'est leur capacité à aller de l'avant après des. Qu'elle ne se tire pas dessus directement en fait. Ouais, la ouais. carabine. Puis à se réinventer, quoi. Franchement, c'est. Sans c'est assez cesse. fort. C'est vrai qu'on a un nouveau scandale par an et ça, c'est assez remarquable. Ça, c'est Et français. à chaque fois, le scandale, on arrive. On le voit pas venir. Alors qu'il y en avait déjà, on sait que l'ambiance elle est pourrie, mais là c'est bien. Les nouvelles générations reviennent avec de nouvelles idées, c'est bien, ça fait plaisir. Le discours officiel, en tout cas, c'est tout est réglé en interne, on va de l'avant, il y a les JO d'hiver qui arrivent. Non mais effectivement, en fait, en vrai, de toute façon, c'est toujours la même chose, le juge de paix, c'est les résultats. Et si elles gagnent des courses comme elles ont fait la dernière, malgré tout, depuis 2 ans, malgré cette affaire qui leur empoisonne la vie, on aura tôt fait d'écrire des papiers dithyrambiques sur... elles ont mis leur rivalité de côté, pour leurs différentes côtés, pour mieux briller. Non, on n'écrira pas ça. Non. Non, Emery, Pas vous le tu peux dire. pas ça. Mais après, quand même, à la longue, les stages de pré-saison et tout, ça va devenir compliqué. Si plus personne Ah, ne peut oui. parler à personne, bon,
la cohésion d'équipe. Après, réaction assez classe quand même de Justine Brezaz qui dit en gros, moi je la respecte, Julia Simon, du moment qu'elle m'empêche pas de faire ce que moi j'ai une gosse à la maison, je viens là pour bosser, pour avoir mes objectifs, mes résultats, si elle m'empêche pas de faire ça, bon après... Et hop, on coupe les micros et tu dis la vérité. Du moment qu'elle me demande pas mon IBAN. Non, mais comment tu veux revenir à une ambiance ne serait-ce que même Non, pas alors, apaisée, enfin c'est trop compliqué dans c'est vrai, alors, ce groupe-là. Comment mais, elles font pour vivre? Et pour autant, elles sont, enfin, je veux dire, ça fait comme 1 an et demi que ce scandale a éclaté, c'est la 3e fois. Ouais, mais elles sont fortes. Et les résultats sont, et même dans les relais où, franchement, elles les gagnent presque toutes. En tout cas, bon. Le biathlon est grande cause nationale parce que gros pourvoyeur de médailles, on rappelle le principal pourvoyeur de médailles pour l'équipe de France au JO. Donc il faut que ça marche. Et comme les hommes sont un peu en retrait, effectivement, on attend beaucoup quand même du groupe féminin. Eric Perrault, Oui, la star. on sait pas. Attention à Eric Perrault cette année. Oui. Annoncé ici. Allez. Et merci les gars pour c'est la fin de cette première partie. Restez avec nous parce que on se retrouve évidemment dans quelques minutes pour la suite de cette émission. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. La perruque est en place, le maillet aussi, avec lequel je peux taper sur des gens. Ça, c'est super. Si vous voyez ceci, c'est que c'est le moment du procès de la semaine. Et cette semaine, messieurs, dans cette cour, un homme se retrouve au cœur des débats. Fabien Galtier, son 15 de France s'est fait broyer par l'Afrique du Sud. Les grands mots. Il y a 15 jours, elle a battu difficilement les Fidji le week-end dernier et surtout semble en stagnation, on peut le dire. Alors on se pose des questions, évidemment, à 2 ans de la Coupe du Monde. L'objet de ce procès est donc le suivant. Fabien Galtier est-il en train de gâcher la meilleure génération de l'histoire? Évidemment. 2 avocats, gardez vos arguments, monsieur. 2 avocats vont s'affronter sur cette question et comme le veut la coutume, j'appelle tout d'abord à la barre l'avocat général dans cette affaire. Maître Pereira, je vous installe. Allons-y. Ce petit pupitre, vous allez pouvoir procéder à l'accusation. Est-ce qu'on peut siffler l'avocat Je général? vous en prie. Allez. S'il vous plaît. C'est bon? Bientôt fini, c'est sûr. Bon, monsieur le juge, si vous le permettez, cette plaidoirie se fera en LV1 Bullshit Startup Nation, la langue maternelle de Fabien Galtier. On parle ici d'un homme qui réussissait, pas plus tard que la semaine dernière, en conférence de presse, à utiliser l'expression « fort de l'expérience que nous avons acquis maintenant depuis 7 ans ». Non mais sérieux Fabien, on est où là? Dans le bureau des RH? Et ça fait 6 ans que ça dure, plus de 6 ans même. 6 ans que notre sélectionneur nous bassine avec l'intensité combattue, les finisseurs, la communication positive et autres macroneries superflues. La France voulait un coach pour nous amener sur le toit du monde en 2023. On lui a donné Aurore Berger avec les lunettes d'Edgar Davids. Et oui. Bravo monsieur. Ça c'est validé. Cher confrère, je vous l'accorde. Merci, c'est gentil de le reconnaître. Et à tous les coups, les lunettes d'ailleurs, parlons-en, c'est encore un truc de génie incompris, parce que Fabien, il aime ça, faire le mec original. On a bien compris le jour où il a envoyé la mâchoire d'Antoine Dupont à l'abattoir contre l'ogre namibien, c'était bien nécessaire, parce que comprenez, affronter le champion du monde en titre avec son meilleur joueur à 100%, c'était trop demandé, ça aurait été bien trop facile. Et attendez qu'on parle de ses talents de hipster du management. Sa gestion du cas, Greg Aldrit, magnifique. Là aussi, on touche au sublime. Un coup froid, je te sélectionne pas. Un coup chaud, je te fous titulaire et capitaine. Mon ex toxique faisait un peu pareil. Et spoiler alert, pas très bien marché. Je l'ai bloqué. J'ai qu'une hâte, c'est savoir ce que Fabien Galtier tout simplement nous prépare pour qu'on se rétame une nouvelle fois en 2027 et qui termine définitivement son entreprise de gâchis de la plus belle génération du 15 de France. Un travail de longue haleine, comme en témoigne la flèche du temps qui lui est si chère et qui, j'espère, il saura apprécier comme vous d'ailleurs. Voilà, je vous laisse l'observer. Oui, ok, Fabien Galtier a gagné 2 tournois Destination, dont un grand chelem. Mais soyons honnêtes. Sa poignée de succès avec les Bleus tient plus au talent d'Antoine Dupont qu'au génie tactique du sélectionneur. Les résultats récents le prouvent. Depuis sa blessure contre l'Irlande, la France c'est une victoire contre l'Écosse, une autre dans la douleur contre les Fidji il y a quelques jours, on n'en parlera pas parce que c'était pas très glorieux, et 4 défaites, 4 En 2024,
Pendant que Toto allait chercher l'or olympique, Quelle mauvaise foi, monsieur. les Bleus se faisaient trimballer par l'Irlande et pour peu que les poteaux leur aient pas souri, ils repartaient du tournoi avec une défaite humiliante à domicile contre l'Italie. Et ça, franchement, ça aurait été bien laid. Quelle indignité. Celui qui sait faire jouer Bielbarré, Penaud, Ramos, c'est avant tout Dupont et pas Fabien Galtier, son jeu à réaction, toujours à s'adapter à l'adversaire, rarement en imposant son jeu. 44% de possession contre les Fidji, mais c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. C'est José Mourinho, mais chiant en interview, tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Un autre exemple concret contre l'Afrique du Sud, le taux de chandelle des Bleus est passé de 16% à 26%, parce que oui, voilà, essayer de battre l'Afrique du Sud en jouant les Springboks de Wish, c'était couru d'avance. Tout le monde le sait, il ne suffit pas de ressembler à 7LM pour faire du 7LM. Voilà, le 15 de France... Celle-là, par contre. Elle était très bien. Le 15 de France a un incroyable talent. 2 générations de champions du monde U20, une autre finaliste chez les jeunes, un vivier de plus en plus important. Et à l'heure où cette équipe devrait être arrivée à maturité et commencer à marcher sur les meilleures nations du monde, cette France de Galtier stagne, voire, parfois, on peut le dire, régresse au plus haut niveau. Et j'ai ici avec moi un expert qui pourra vous le prouver. Mais oui, tout à fait, Thierry. J'ai eu une réplique dans l'émission et j'ai zappé. Il la rate en plus. Certes, les Bleus comptent 73% de succès sous le mandat Galtier, mais ne vous laissez pas tromper par les apparences, mes amis. Le 15 de France. Mais quoi C'est un diagramme France Info. Monsieur le Président, vous laissez passer des pièces à conviction de cet ordre-là. Enfin, Vous savez quoi On fera un erratum en direct et ça passera comme France Info. Le 15 de France, donc je disais, si quelqu'un a quelque chose à carrer et fort avec les faibles et faible avec les forts, et cette tendance s'est particulièrement accentuée en 2025. Ainsi, les Bleus sous Galtier ne comptent que 57% de victoires face à la pire Angleterre de l'histoire après la défaite ridicule de l'hiver dernier. Le bilan contre les Néo-Z n'est toujours pas tranchant, à lui chuter à 50% de victoires. Et je parle même pas des pauvres 33%, un peu chiant ces chiffres, de victoires pour le 15 de France version Galtier. Par contre, c'est votre rôle en fait, monsieur l'expert. Contre la meilleure équipe du monde. Éloquent, n'est-ce pas? J'allais dire merci monsieur l'expert, mais allez vous faire voir à la place. Fabien Galtier aime dire que le 15 de France continue d'apprendre de ses défaites, tantôt encourageantes, tantôt décourageantes. Mais à force d'apprendre sans dominer les grands matchs, la meilleure génération des Bleus risque fort bien à ce rythme de passer à côté de l'hégémonie à laquelle tout le monde l'a prédestiné. Et quand le train de la gloire sera passé, le langage de Chief Happiness Officer ne suffira plus à cacher la poussière sous le tapis. Voilà pour moi. Merci, maître. Et si monsieur l'expert voulait bien se donner la peine de faire un effort, de faire son métier tout simplement. C'est vrai, je regarde. Quand même pas mal. Fixé par la caméra. Allez, monsieur l'avocat de la défense, maître Laloy. Allez. Je vous laisse vous installer tranquillement pendant qu'un jeu de chaises musicales. Bien sûr. Hop là. Monsieur le Président, chers confrères, en préambule de cette plaidoirie d'une vie, je tiens à vous dire que je mesure la tâche qui m'est confiée, surtout après cette horrible victoire face aux Fidji. Et je comprends un peu mieux, voilà, mes confrères qui ont défendu Michel Fourniret, Bernard Madoff, Hugo Radou et Oscar Gigot. Je commencerai donc cette plaidoirie en y mettant un peu de douceur, un peu de bonheur, un peu de poésie qui apaisera vos cœurs. La poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie, disait l'illustre Jacques Prévert. Et cela ne fait-il pas du bien de voir à la tête de l'un des fleurons du sport français un homme de mots, un homme de lettres, n'en déplaise à mon confrère analphabète. Un homme qui fera de chacune de ses prises de parole une ode à la réflexion, à la hauteur de vue. Ainsi, après la piteuse, je vous l'accorde, et défaite relativement disproportionnée face à l'Afrique du Sud, reconnaissons-le, Fabien Galtier a usé de son verbe pour faire passer la pilule. Écoutez, écoutez-moi. Ah, la défaite qui fait partie de notre chemin. Il faut être prêt à traverser cette lumière, la chaleur et ce froid, ce chaos. Bon, c'est beau. Ce chaos, c'est celui dans lequel le sélectionneur a retrouvé l'équipe de France à sa prise de fonction en 2020. Rappelez-vous quand même l'état dans lequel on était. On se faisait détroncher par l'Angleterre, on était humilié par l'Italie, on perdait face aux Fidji à l'époque, on perdait, face aux Tonga aussi, tiens d'ailleurs quand on y pense, et on se faisait battre en quart de finale de la Coupe du Monde, non pas par la meilleure équipe de l'histoire de ce jeu, à savoir l'Afrique du Sud, non, par le Pays de Galles, El Famoso 15 du Poireau. Vous me direz, celle-ci, je la fais pas. Antoine, désolé si tu me lis, cette blague, elle va trop loin. Pardon, je me perds. Voilà, alors aujourd'hui, d'accord, on perd toujours en quart de finale de la Coupe du Monde. Certes, mais ce n'est plus contre le Pays de Galles ou l'Écosse. Non, c'est contre l'Afrique du Sud. En Europe, la France est la meilleure équipe depuis 6 ans. 2 victoires dans le tournoi du 6 Nations. Un grand chelem. Là, j'ai écrit illustration. Illustration. Pas du tout. Voilà.
Et Si, puis, c'est le crochet. c'est quand même un petit peu plus jouissif, si vous me permettez, de désosser l'Angleterre chez elle à Twickenham, hein, que de remporter un vulgaire titre de champion du monde à la maison. Swing low, swing. Allez, sorry, good game. Allez, on retourne bouffer son cottage, bouffer du porridge dans son cottage et on ferme sa gueule. Les Anglais, non mais oh. Alors, je vous vois venir. L'Europe, c'est bien, et le monde, on en fait quoi? Eh ben, on lui marche dessus. Alors, hormis l'Afrique du Sud, je vous l'accorde. Monsieur Galtier, Monseigneur, Sir Galtier, j'ai envie de vous dire, a réussi à faire des terribles tout noirs notre chose lors des grandes compétitions, hein, pendant que les Wallabies sont plus occupés à éteindre des feux de forêt qu'à jouer au rugby. Alors j'entends la douce musique de la méfiance. Pourrait-on faire mieux avec ces fabuleux joueurs? Mais moi j'ai une autre question. Pour que ces joueurs deviennent si fabuleux, qui en est responsable? Fabien Galtier, évidemment. Antoine Dupont, meilleur joueur du monde. Merci Fabien. Louis Bielbiarré, meilleur joueur du Six Nations et peut-être meilleur joueur du monde cette semaine. Merci Fabien. N'est-ce pas, monsieur l'expert? Tout à fait. C'est le cas de le dire. Écoutez donc. Mais non, mais le lancement est pété, quoi. Qu'est-ce que j'enchaîne avec ça, moi? Bon, allez, allons-y. Bon, du coup, j'ai des chiffres, plein de chiffres. Encore des chiffres. Sur le tournoi des 6 nations, les Bleus ont remporté environ 80% de leur rencontres depuis 2020 avec Galtier sélectionneur. Un bilan en amélioration, en nette amélioration par rapport à la période 2015-2019, puisque les Bleus n'avaient remporté que 44% de leurs matchs. J'ajouterais, comme ça, première place au classement World Rugby. C'est ni fait ni à faire. En 2022, sous Fabien Galtier, chose jamais réalisée en France auparavant. Enfin, la Coupe du Monde 2023, c'est un premier titre de champion du monde pour la France. Si l'arbitrage avait été à la hauteur du talent de notre sélectionneur. Et la dernière, pareil, je la zappe, on n'a pas compris la vanne, je n'en dirai pas plus, c'est ni fait ni à faire. Exactement, monsieur l'expert, exactement. Alors quand j'entends, pardonnez-moi, quand j'entends les fâcheux, les manants, accuser notre glorieux sélectionneur de gâcher la meilleure génération de l'histoire du rugby français, quand on sait d'où vient le rugby français avant Fabien Galtier, j'ai presque envie de faire un autre procès pour diffamation, moi. Hein, parce que c'est faire insulte aux précédentes générations dorées de ce magnifique sport. Les Blanco, Rive, Betsen, du Sautoir, T. Osborne, Scott Spedding. Hein, vous allez me dire peut-être... Scott Spedding, vraiment? Oui, Scott Spedding. Grand joueur, Scott, regardez. Ça a pris 70 points contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, je crois bien, parce que vous allez me dire que avec les joueurs présents, là, aujourd'hui, ce qui peut sélectionner, hein, c'est ce qu'on a de mieux dans l'histoire du rugby français. Régis Mountain en pilier. Bon, voilà. Romain Taofi, j'arrive même pas à le prononcer en deuxième ligne. Pierre-Louis Barassi au centre, franchement. Et alors, Romain Tamakandis. J'arrête là, sinon je vais dire des horreurs. Alors oui, évidemment, il y a Antoine Dupont. Enfin, Antoine Dupont quand il veut bien. Hein, quand il veut jouer. Alors, entre fracture de la pommette, ligament en plastique, hein, viré sur la croisette avec Miss France. Excusez-moi, mais moi, je trouvais que Rory Cocotte, c'était un peu plus fiable qu'Antoine Dupont. Alors, même chose pour Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré qui passe quand même son temps à vomir. Ramenez-nous Noah Nakaitasi. Vous vous en souvenez, Noah super... Non, je déconne. Non, monsieur le président, chers confrères, la question finalement... Je suis désolé de vous le dire, n'est pas de savoir si Fabien Galtier est en train de gâcher la meilleure génération de l'histoire. Mais plutôt, est-ce que Fabien Galtier n'est pas en train de donner une carrière à des joueurs moyennas? Voilà. Et la fameuse flèche du temps qu'on a vue tout à l'heure, gâchée par mon confrère, vraiment qui devrait avoir honte de présenter des pièces à conviction pareilles. Elle était très bien. Nous démontrera que Fabien Galtier est toujours l'homme de la situation. Merci. Je vous en prie. Pour la défense. Je le rappelle, vous pouvez repartir avec votre pupitre, pardon, s'il vous plaît. pas pour moi. Merci. Je rappellerai quand même juste à l'expert que c'est son métier de prendre ce qu'on lui donne et de le réécrire pour pouvoir le lire à l'antenne. Il est payé assez cher pour ça. Excusez-moi, moi je le donne clé en main. Plutôt que d'arriver et de se poser sur sa chaise sans avoir rien lu au préalable. Bref. Ça, c'est les experts du public, ça encore. Il m'appartient Il est là, désormais, l'envoyeur. en ma qualité de juge, de trancher dans cette affaire. Et je dois dire Déconne pas. que... Bah non, mais je crois que les arguments de Maître Pereira sont plus incontestables et surtout mieux documentés. C'est vrai que cette flèche du temps, de qualité, de grande qualité. On est de défendre a Coach tout Barbie, fait. qu'est-ce que vous voulez. J'ai consulté les archives, tout simplement. J'ai fait mon Il a métier. tout fait dans ce procès. Donc bah, merci, c'est une victoire il avait des de assistants, Maître quoi. Pereira. Fabien Galtier. Raus. Eh ben on va enchaîner. Enchaînons. Touc. Enchaînons. On va retrouver notre sérieux maintenant. Hein, Eric? Avec notre série de reportages sur Lyon-la-Duchère. Vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude. Jérémy, notre collègue à Lyon, suit pendant toute la saison le club de la Duchère, un bon club amateur qui joue en National 3.
pour vous montrer un peu ce qu'est le quotidien d'un club comme ça et les difficultés auxquelles il peut être confronté. 6e épisode aujourd'hui. Jérémy a suivi des enfants du club en visite au musée mémorial de la maison d'Izieux dans l'Ain, qui avait été le théâtre d'une rafle en 1944 et qui est devenu un lieu de mémoire et d'éducation. On regarde. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce 6e épisode, nous avons suivi durant toute la journée du 29 octobre 13 enfants de 9 à 12 ans de Lyon-la-Duchère qui découvraient le musée mémorial de la maison d'Izieux. Le 6 avril 1944, le lieu situé dans l'Ain avait été le théâtre de la rafle et de la déportation de 44 enfants et de 7 accompagnateurs juifs. Je me suis renseigné quand j'ai su qu'on allait faire une sortie, avec le club. J'ai demandé à ma mère. C'était triste, elle m'a dit. Cette saison, le fil rouge des actions socio-éducatives de Lyon-la-Duchère est la lutte contre toute forme de violence. La direction du club a donc symboliquement ciblé la visite de la maison d'Izieux dans ses projets phares. Ce quartier de la Duchère, c'est un quartier qui est multiculturel et aussi multicultuel. C'est un quartier qui a été bâti au moment de la guerre d'Algérie et dans lequel il y avait une communauté juive extrêmement importante, une communauté musulmane extrêmement importante et qui se sont toujours bien entendus. On parlait dans les années 80 de la petite Jérusalem, c'était quelque chose de positif où il y avait de l'entraide entre les communautés. Depuis qu'il y a les massacres qui sont perpétrés en Palestine, effectivement, il y a des propos parfois antisémites. Donc ça paraissait évident que pour un club engagé, il fallait faire quelque chose. La France, on est comment du point de vue de la religion ? On est tous très laïcs. Ouais, on est laïcs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Ça veut dire qu'en France, on accepte toutes les religions. En fait, cette maison, elle a ouvert ses portes en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale pour justement mettre en sécurité ces enfants juifs, pour leur éviter d'être déportés et envoyés dans des camps où ils auraient pu être assassinés. Mais ils ont quand même été assassinés quand même. Mais il y a un moment, effectivement, où malheureusement, cette maison a été découverte et donc on est venu arrêter des enfants ici. Sur ses 40 000 visiteurs annuels, la maison d'Izieux accueille 18 000 scolaires. Cette dimension éducative était la volonté du président François Mitterrand lors de l'inauguration du musée mémorial en avril 1994, avec un message d'espoir à transmettre à la jeunesse. Il ne faut pas oublier que l'histoire de cette maison, c'est aussi l'histoire d'un lieu de vie, c'est l'histoire d'un lieu de sauvetage pour une partie des enfants qui sont passés par ici. Et imaginez que dans cette maison, ces enfants, ils ont pu retrouver un peu de l'insouciance et de l'innocence qui devrait être celle de n'importe quel enfant de leur âge. Ce qui est toujours très déstabilisant pour nous, c'est quand ils nous posent des questions sur les chambres à gaz, sur les crématoires. En fait, c'est des sujets qui sont très durs et honnêtement qu'on a du mal à aborder avec des enfants de leur âge parce qu'on n'a pas envie d'aller dans le trash avec eux. Et nous, on essaye plutôt d'axer la visite sur la solidarité locale qu'il y a eu, sur ces personnes qui ont fait de la résistance, qui se sont mobilisées, qui ont aidé, pour montrer que face à la haine et aux discriminations, il y a différentes manières de réagir et qu'on peut choisir la résistance à tout cela. Sur place, les jeunes de la Duche ont effectué des recherches en groupe sur le parcours des enfants d'Izieux avant de visiter ce lieu de mémoire. Ils ont été particulièrement émus par leur journée. C'est triste parce qu'ils ont envoyé des messages à leurs parents et les parents ne les ont jamais reçus. Ils étaient contents, mais je sais que dans le fond, ils n'étaient pas heureux d'être ici. C'est la première fois que j'entends l'histoire de cette maison. Ça m'a beaucoup marqué parce que même des enfants de 10 ans, ils pouvaient être tués par des nazis. C'est vraiment horrible. Et moi, je préfère qu'un gamin vienne sortir une énormité ici à Izieux, tant qu'il est face à des gens de l'équipe d'Izieux formés à pouvoir lui répondre, qu'on puisse le gérer ici. Ça me semble aussi bien plutôt qu'ailleurs. Donc, que les gamins arrivent et qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour poser toutes les questions, faire les remarques. Là, je parle, vous voyez, c'est un peu différent de la simple provoque. Il y a des fois...
des questions qu'ils ont envie de poser parce qu'ils sont aussi, eux aussi, ils sont perdus par tout ce qu'ils entendent en permanence, dans tous les sens, sur ces questions-là. Le jour où il n'y aura plus aucun témoin de cette période, le jour où eux, ils seront plus là pour raconter, ça va être à qui de continuer de raconter ce qui s'est passé pour qu'on n'oublie pas? À nous tous. 8 jours plus tard, le directeur de la Maison d'Isieux s'est rendu dans le quartier de la Duchère. Il a échangé longuement avec une vingtaine d'élèves du collège Victor Schœlcher. Puis il était l'invité d'une université ouverte du club de foot au Ciné Duchère. L'occasion de dresser le bilan de ce cycle entre la Duche et Isieux, alors que plusieurs familles ont annulé au dernier moment la venue de leur enfant au musée mémorial. Motif invoqué, le timing de cette initiative en plein conflit israélo-palestinien. Moi j'avais des vraies craintes, effectivement, puisqu'on sait quelle est l'ambiance actuellement en France avec ce qui se passe à Gaza. Et en définitive, ça s'est très bien passé. Quand on a emmené un groupe de jeunes à la Maison d'Isieux, il n'y a pas eu la moindre réflexion déplacée. De nombreux collégiens de la Duche ont fait part à Alexandre Nuc-Bourchat de leur souhait de visiter à leur tour la Maison d'Isieux. Et merci Jérémy pour cette vidéo sur un sujet important, majeur. Lors de la prochaine émission, Jérémy va nous parler de la montée en puissance de la section féminine du club de la Duchère, dont on remercie encore les dirigeants de nous ouvrir leurs portes comme ça. Sans transition, il est l'heure maintenant d'ouvrir les archives. L'équipe de France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde aux États-Unis grâce à sa victoire contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Une très bonne habitude puisque ce sera la 8e Coupe du Monde d'affilée pour nos petits bleus qui n'ont plus raté le rendez-vous le plus important de la galaxie même, disons-le, depuis 1994, la World Cup. Ils l'ont loupé en 93. Et donc cette World Cup 94 est donc l'objet de notre quiz vintage du jour, les gars. Vous humilier, putain. Probablement. Ouais. Je sais même pas de probablement. Là. Questionnaire en mode question pour un champion, mais simplifié, c'est-à-dire que je dis juste 4 phrases. Et donc si vous trouvez à la première 4 points, 3 points, 2 points. Vous êtes prêts? Ouais. C'est sur les personnalités marquantes de cette Coupe du Monde. Je suis le seul joueur des États-Unis dont on se souvient. Alexis Lalas. Alexis Lalas, tout à fait. Plus grâce à son style que. Ils avaient gagné un match, non? Si, ils n'avaient pas battu la Colombie. Et ils sont arrivés en 8e de finale. Ils perdent 1-0 en 8e contre le Brésil. Les États-Unis. Le Brésil, ils sortent totalement de poule. Très joli. Et Lalas qui part en Serie A derrière cette Coupe du Monde, je m'en souvenais plus du tout, mais il va jouer à Padoue, sachez-le. Padoue, franchement. Premier américain en Serie A. Padoue, sympa. Dernier. 4 points Julien. Ce quiz avait été écrit sans Julien normalement à la base, donc on savait que ce serait un peu. J'étais pas censé être là. J'avais déjà gagné une Coupe du Monde avant de disputer celle-ci. Je suis gaucher. William. Non, je sais pas. Je vais dire Maradona. Banco. Tu dis quoi? Je vais dire Maradona. Et tu dis pas Maradona? Et je dis Maradona. Tu dis Maradona et tu as raison. Ah, mais je crois qu'il allait regagner, d'accord, Non, j'avais déjà gagné une Coupe du Monde avant celle-ci. C'est bien la dernière. C'est totalement Maradona qui se fait exclure au bout de 2 matchs pour un contrôle positif. Oui, voilà, c'est bien ça. Tout à fait. Oui. 3 points, William, qu'il faut un peu pousser pour qu'il Non, mais c'est vrai. C'est comme les enfants, c'est avec Jacques Martin. Tu veux chanter? Allez, vas-y, mon petit. Les enfants sont formidables. 3e. J'ai réalisé pendant cette Coupe du Monde un record qui tient toujours. J'ai terminé co-meilleur buteur de la compétition. Le quintuplé de Salenko? Tout à fait, Salenko tout court. Le Russe est là, photo avec Roger Mila, donc il met un quintuplé lors du dernier match de poule, ça fait 6-1, et Roger Mila ce jour-là, il marque, et donc c'est le plus vieux buteur de l'histoire en Coupe du Monde, il a 42 ans, Roger, en 94. Et même Cristiano, il sera attendez, Cristiano en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il dit qu'il a pas, on lui fait pas confiance? On le connaît. Et oui, c'est 2 points pour Julien. Il va faire notre révolution des œillets. La 4e, je suis l'autre co-meilleur buteur de la Coupe du Monde. Je suis gaucher aussi. Je serai Ballon d'Or à la fin de l'année. Hristo Stoïkov. Oui, Hristo Stoïkov.
Demi-finaliste. Demi-finaliste avec la Bulgarie. Comme quoi, ils n'avaient pas sorti les Bleus pour rien juste avant. Ils ont sorti les Allemands, ce qui n'était pas déplaisant à l'époque. Tout à fait. Ils avaient, c'est Lechkov qui met des buts pendant cette Coupe du Monde C'est incroyable. le crâne chaud de Lechkov qui jouera à l'OM. Tout à fait. Allez, Julien, encore. William, tu l'avais, mais une demi-seconde trop tard, je pense. Allez, 5e. Je joue à l'époque au Deportivo La Corogne. Ah putain. Ouais, désolé, Bebeto. Bah ouais. Bebeto. Bah oui. Et la dernière, le dernier indice, c'était sur célébration mythique, tout ça. Ouais. Henrik, ça te parle ça ou pas? Non, en vrai, de près de loin. Oui. Je savais pas qui jouait à la Corogne. La célébration. Il pouvait pas se piffrer Romario Bebeto à la base. Il y en a un qui était un peu moins. Je vous donne un point supplémentaire pour celui qui me dit qui est cet homme. Aldaïr. Le 3e. Aldaïr. Non, Aldaïr, il n'a pas de cheveux. Si, Mazinho. Mazinho, tout à fait. Allez, 6e. J'ai un nom de famille illustre. Escobar. Oui. Oh là là, il est là, il le pose. Le fameux CSC. Ah mince, on ne le voit pas ici, oui, voilà. Faut que je me mette comme ça. Il rentre pas au pays, non? Il rentre au pays. Il se fait tuer au pays. Il se fait assassiner le 2 juillet. Il se fait assassiner le 2 juillet pendant la Coupe du Monde, on n'était même pas encore fini. Mais on n'a jamais réussi à savoir si c'était vraiment à cause du but. Il y a eu de beaux. L'histoire officielle ne le dit pas. Beaux documentaires qui prouvent que de forts soupçons, mais oui, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, il marque un but contre son camp, contre les États-Unis. Tout à fait. Du coup, la Colombie, qui se voyait au moins en quart de finale avant le début de la compète, est éliminée au premier tour et il se fait assassiner sur le parking d'un bar de Medellín le 2 juillet, donc suivant. Allez, la 7e. J'ai joué au Real et au Barça. Je marque un lob de 40 mètres, somptueux en face de poule. À ce moment-là, tu as déjà joué dans les deux clubs? Oui. J'élimine l'Argentine en 8e pour qualifier mon petit pays. Georges Hadji, le Roumain. Superbe Coupe du Monde aussi. Enfin, en fait, Hadji Stoïkov, c'est vraiment leur Coupe du Monde. Quelle belle équipe, la Roumanie. Très belle équipe. On se fait la dernière, on a le temps. Je marque un doublé en demi-finale contre la Bulgarie. Je suis le ballon d'or. Roberto Baggio. À chaque fois, mais oui, à chaque fois, je l'ai une demi-seconde plus tard. Roberto Baggio et donc cette fameuse photo. Là, il vient de louper son penalty lors de la séance de tir au but en finale contre le Brésil. Terrible Roberto. Et depuis ce jour, l'Italie n'a plus jamais joué une Coupe du Monde. Voilà. Pas loin. Ils ont quand même gagné. Pas loin. Roberto qui est pas loin de nous mettre. Il est pas loin de nous éliminer en 2018 en quart. Sa petite volée là. Il est pas loin. En prolongue, on a tous eu un peu peur sur cette volée. C'est quoi? Oui, c'est sur la barre, non? Merci. Non, merci messieurs. Il faut rendre l'antenne. C'est la fin de cette émission déjà. Merci tout le monde. À très vite sur l'antenne de 20 minutes.